Je suis ravie de t'accueillir pour parler de ce sujet. Tu as écrit un ouvrage d'ailleurs. C'est vrai que le manager est de plus en plus au cœur de nos organisations. Oui. Il porte un lourd fardeau. Oui. On exige beaucoup du manager d'ailleurs. Et on va voir pas mal de choses ensemble aujourd'hui, notamment comment on peut aborder son management avec conviction, force, sérénité. Le courage managérial finalement, c'est quoi? Ce sera aussi une des questions qu'on va se poser aujourd'hui. Comment on peut le développer? Comment on peut adopter aussi la bonne posture, s'il y en a une? Tu nous expliqueras tout ça. C'est vrai que les responsabilités du manager, Anne-Véronique, elles sont nombreuses. Il porte les résultats de son service, il porte la motivation de ses collaborateurs. Pourquoi un tel fardeau finalement? Pourquoi un tel fardeau? Alors c'est une bonne question et ça donnerait envie de réfléchir aussi à la notion de management, de se dire aussi quelle est cette envie qu'on a un jour de devenir manager. Parce qu'effectivement, comme tu l'as très bien dit, c'est quand même pas simple aujourd'hui. Très souvent, quand je réalise des formations, quand je vais à la rencontre des organisations, on me demande donc de faire des formations pour la prévention des risques, mais des risques psychosociaux. Et pour moi, le manager est vraiment au cœur de cette problématique. Et très souvent, on me dit non, mais parlez pas de risques psychosociaux, mais comme vous allez rencontrer des managers, dites-leur manager. Premier acteur de la prévention, donc un fardeau de plus. Pourquoi un fardeau de plus? Parce que déjà, ils sont salariés, donc ils ont la pression de la direction, de la stratégie. Ils portent les décisions qui sont prises par ailleurs. Ils doivent convaincre les collaborateurs. Ils peuvent aussi avoir des limites et des réticences. Et après, on leur dit, vous êtes le premier acteur du bien-être de vos collaborateurs. C'est un peu dur tout ça. Et d'ailleurs, beaucoup de managers aujourd'hui se posent la question, pourquoi je suis là? Mais pourquoi faire? Finalement, c'était mieux avant. Donc, oui, la question est bonne et je pense que pendant toute l'heure, on va y répondre. Là, ce sera un petit peu court d'y répondre en une seule fois. Il y a tellement de choses à dire sur ce sujet. En tout cas, au préalable, tu dis, pour certains, passez votre chemin, ouais. Puisque la tâche, elle est lourde. Alors, passez votre chemin. Le problème, c'est qu'en France, pour avoir une promotion, pour pouvoir évoluer dans son travail, pour pouvoir apprendre de nouvelles choses, très souvent, on doit passer par le fait de devenir manager. On ne valorise pas assez les postes opérationnels, l'expertise, la valeur de l'expert. Donc, forcément, la plupart des personnes qui travaillent ont envie de progresser, donc passent par cette case-là. Mais c'est pas fait pour tout le monde. Et quelquefois, des personnes aussi se retrouvent confrontées à ce lourd fardeau, comme tu disais tout à l'heure, sans en avoir ni les compétences, ni l'envie. Et c'est OK de ne pas avoir les compétences, on n'est pas tous faits pour ça. Donc oui, quelquefois c'est trop dur et parfois il vaut mieux savoir refuser un poste de management ou finalement le tenter, mais y renoncer si on est mis en souffrance, puisqu'on doit faire avant tout attention à soi. En tout cas, l'entreprise doit aussi veiller à former ses managers, les accompagner en tout cas sur cette voie. Et puis, il faut vraiment faire preuve de courage, oser le courage managérial. Pour toi, c'est quoi le courage managérial ? Le courage managérial, c'est quelque chose qui a franchement disparu ces derniers temps du fait, et c'est très bien, de la libération de la parole, où on se rend compte que finalement des comportements qui étaient tolérés il y a 20 ans, 30 ans, 20 ans, même 15 ans, ne le sont plus aujourd'hui. Et finalement avec une recrudescence d'alerte pour présomption de harcèlement qui sont parfois justifiées, qui ne le sont pas quelquefois, et les managers ont de plus en plus peur de prendre des décisions, de dire non, de refuser certaines choses, voire de sanctionner. Ils essayent de finalement rentrer dans un schéma pour plein de raisons qu'on pourra aussi développer, mais dans un schéma de copains, de manager qui ne va pas prendre de décision juste. La sympathie, dont on reparlera tout à l'heure. On reparlera tout à l'heure de la sympathie, mais effectivement, des personnes qui ont envie d'être aimées. Or, le management, c'est un travail, c'est pas une compétence, une qualité humaine, je veux dire qu'on doit emmener avec soi dans sa vie privée. On peut se faire aimer dans sa vie privée, dans sa vie professionnelle. On n'est pas là pour être aimé, on est là pour être juste, pour porter des décisions, pour savoir dire non, pour savoir dire oui, pour être équitable, mais pas pour être un copain. Pas pour être un copain. Et puis c'est vrai que c'est tout à la fois, ce n'est aussi pas fuir les conflits et les problèmes, c'est parfois aussi assumer ses erreurs et celles de son équipe, et ça c'est hyper important aussi de le rappeler. Et puis ça va être pouvoir identifier ses limites et un principe qui me tient à cœur, ça va être de faire
preuve aussi d'exemplarité? D'exemplarité et d'humilité. Alors l'exemplarité, on en parle tout de suite puisque tu me tends la perche. Effectivement, on ne peut pas demander aux personnes d'être respectables, d'être respectueux, de suivre un cadre si on ne le suit pas soi-même. Ça ne veut pas dire faire le même travail, avoir les mêmes horaires que ses collaborateurs. Non, ça veut juste dire je vous demande de suivre le règlement intérieur, je le suis également. Je vous demande de respecter votre fiche de poste, je respecte le mien également. C'est ça l'exemplarité. C'est aussi d'être dans l'absence de jugement, de ne pas juger le stress des uns et des autres, de comprendre qu'une difficulté existe et si elle existe, d'en entendre et d'en comprendre la cause pour accompagner le collaborateur en difficulté. Je rebondis de l'exemplarité à l'humilité parce que les managers très souvent pensent qu'il faut qu'ils soient des super-héros, des professionnels experts de tous les métiers de leur équipe. Or, ce n'est pas du tout ce qu'on leur demande. Ils vont s'arrêter moins, ils vont prendre moins de repos ou avoir l'impression que s'ils en prennent ou s'ils expriment un peu leur fatigue, ils vont sembler faibles ou s'il y a un problème dans leur équipe, ils vont éviter d'en parler pour ne pas passer pour un mauvais manager. Et donc tout ça, c'est un petit peu de l'orgueil ou de la culpabilité. En tout cas, ce n'est pas de l'humilité. Pour être manager, plus on monte dans les postes d'ailleurs de direction et plus il faut être humble. L'humilité, c'est de savoir aussi afficher ce qu'on sait et ce qu'on ne sait pas et d'accepter les limites aussi de ses collaborateurs, d'accepter de faire des erreurs et donc d'accepter les erreurs des autres et d'accompagner tout ça le mieux possible. Et c'est comme ça qu'on devient un leader. Oui, un leader. Comment on devient un leader et comment on développe justement son leadership, Anne-Véronique? Alors, tout le monde n'est pas leader. En revanche, tous les managers doivent être leaders. D'une certaine façon. Et le leader, c'est pas la caricature qu'on peut avoir où on va avoir quelqu'un qui va faire « Venez avec moi, ouais, on est tous ensemble ». Non, c'est pas une grande gueule. C'est pas forcément ça. Pain au chocolat, baby-foot avec nous. C'est ça. Non, c'est pas un géo en fait. Un leader, c'est quelqu'un qui peut avoir du charisme, mais le charisme ne suffit pas. C'est quelqu'un qui va insuffler un certain esprit qu'on peut respecter, qu'on peut écouter, qui n'est pas forcément le manager. En revanche, le manager doit développer cette confiance et cette envie d'être suivi pour les objectifs clients, pour le travail. Mais donc, comment développer son leadership? Tout simplement aussi en connaissant ses propres limites, en ayant une vue la plus juste possible sur ce qu'on sait faire et sur ce qu'on ne sait pas faire, sur les fameux soft skills aussi, dont on parle très souvent. Est-ce qu'on est plutôt orateur? Est-ce qu'on est plutôt fort en communication un peu plus confidentielle? Est-ce que la force va être dans la compréhension des besoins de chacun ou dans une vision stratégique, en tout cas de savoir là où on est bon et là où on pêche, de s'appuyer sur les bonnes personnes pour pallier à nos propres défauts, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on en a tous. Bien sûr. Évidemment. Et heureusement. Et heureusement, oui, parce qu'on n'est pas des machines. Et d'ailleurs, tiens, ça me fait rebondir sur un terme auquel je pensais ces derniers jours. Très souvent, les managers que je peux entendre ou les personnes qui souhaitent le devenir vont dire « Oui, mais moi, je suis une machine de guerre. On me dit que je suis une machine de guerre. » Warrior. Voilà. Et en fait, attention, warning, justement, sur ce terme, parce que dans machine de guerre, il y a guerre, donc déjà, ce n'est pas très positif. Il y a machine, et avant tout, on n'est pas des machines. Donc, il faut savoir aussi, quand on est un leader, mais savoir dire, là, non, là, je suis fatiguée. Là, je vais devoir lever le pied. Là, on va prioriser les choses et on va faire les choses dans l'ordre. Et puis, ça va être hyper important d'identifier justement ses propres valeurs et de ne jamais les bafouer. Les valeurs font partie, pour moi, des éléments essentiels dans la prévention des risques psychosociaux. La prévention des risques psychosociaux, je vais quand même en dire un tout petit mot parce qu'on n'en a pas parlé depuis le début précisément pour ceux qui pourraient nous regarder et qui ne savent pas précisément ce que c'est, on y va. Donc c'est vraiment tous les éléments qui peuvent, au niveau professionnel, dégrader la santé physique, la santé mentale et la dignité des individus. Donc là, il peut y avoir le stress, les violences internes, verbales, physiques ou externes, avec des prestataires extérieurs ou des clients, et tout ce qui peut développer les addictions et autres. Et
ces risques psychosociaux peuvent venir aussi ce qu'on appelle les facteurs de risque qui sont organisationnels. Et dans les facteurs de risque organisationnels, on a notamment l'intensité, la charge de travail, la façon de gérer ses émotions, l'insécurité du travail, les relations internes. Et dans toutes ces parties-là, on a également les valeurs de l'entreprise, sa propre éthique. Et quand on a une perte de sens, quand on ne se retrouve plus dans l'organisation pour laquelle on travaille, il faut vraiment se poser des questions. Parce que si on se met en contradiction ou en opposition avec ce qui fait notre ADN, c'est une catastrophe. Le reste, on peut toujours essayer de comprendre, d'y pallier. Mais pour cette partie-là, on n'arrivera pas à changer qui on est et surtout ne le changeons pas. Donc il faut vraiment se poser des questions. Pourquoi est-ce que je ne suis plus en phase avec mon entreprise ? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, ça se passe comme ça ? Est-ce que je peux dévier le tir pour être bien ou est-ce que ce n'est pas possible ? Et puis être manager, c'est aussi l'art du feedback, ouais. Qu'il soit positif ou non. D'ailleurs, comment on arrive à systématiser justement ce feedback positif auprès de son équipe, en collectif ou en individuel, parce que c'est quelque chose qui se travaille aussi au quotidien. Oui, on a l'impression que c'est plus facile de faire un feedback positif et on travaille davantage le feedback négatif. Et pour autant, c'est une erreur, parce que le feedback positif peut être à double tranchant. Si vous avez une personne qui a fait un travail exceptionnel à un moment donné et que vous félicitez toute l'équipe en disant bravo pour ce travail, c'est un travail d'équipe avant tout, la personne qui s'est donnée à fond pour réaliser ça va se sentir vraiment complètement mis de côté et finalement pas du tout reconnu. Donc ça va faire un travail inverse. Ce qu'il faut faire, c'est déjà identifier cette personne et reconnaître sa valeur individuellement. Et ensuite, on peut féliciter l'équipe en disant bien sûr, c'est le travail de Marie-Charlotte qui a été exceptionnel, mais c'est aussi le travail de tout le monde parce que tout est en lien, etc. Et donc, bravo à l'équipe pour ce travail. On peut valoriser une personne et valoriser le groupe, mais ne pas oublier la personne qui est à l'origine, si tant est qu'il y ait une personne qui soit à l'origine d'un réel succès. Le feedback positif, c'est de surtout pas aussi toujours éviter l'infantilisation, à savoir de féliciter pour des choses ridicules. Je voudrais vous féliciter, vous remercier parce que la qualité de votre présentation, vraiment les couleurs choisies pour le PowerPoint, c'était hyper beau. Puis il y a eu 0 faute d'orthographe, bravo pour ça. Et d'ailleurs, merci pour le café, Jeannette. Ah ouais, merci pour le café, Jeannette. Il était très bien réussi cette fois-ci. Catastrophe, on est bien d'accord. Bon, c'est de la caricature, mais je vous promets que ce n'est pas si caricatural que ça. Donc le feedback, il doit être aussi au niveau des attentes des collaborateurs. Et donc pour ne pas se tromper, il faut aussi bien les connaître. Comment on arrive à être transparent avec son équipe sans pour autant, justement, tomber dans ce que tu disais juste avant, c'est-à-dire le trop dire ? Savoir garder cette once de confidentialité aussi vis-à-vis de ce qu'impose ce poste en tant que manager. Parfois, certaines difficultés, certaines mauvaises nouvelles aussi, ça peut arriver. Bien sûr, alors en étant vrai. Voilà ce que je peux partager avec vous aujourd'hui. Voilà les éléments que j'ai. Et si on me pose une question et que je connais la réponse, mais que je n'ai pas le droit d'y répondre, je vais le dire tout simplement. Je vais dire, écoute, j'entends ta question, elle est pertinente. On a des éléments qui nous ont été partagés sur ce sujet-là. En revanche, il nous a été demandé à nous, managers de proximité, de ne pas en parler pour l'instant parce que ce n'est pas encore abouti et les décisions ne sont pas finalisées. Donc, si tu le permets, on en parlera, j'imagine, dans 10 jours. Ils ont dit qu'il y avait un délai de 10 jours ou 15 jours. Et dès que je peux, je reviendrai sur ce point. Ne surtout pas dire « Ah, je ne sais pas du tout, mais je vais remonter la question » parce que le jour où ce fameux point est révélé, vous pouvez être sûr que le directeur en question dira vos managers sont au courant depuis 15 jours, mais je vous en informe aujourd'hui, sachez que. Et là, on va tous regarder le manager en disant ah bah bravo Robert, tu nous as menti. Tu nous as menti. Tu nous as bien dupé. Voilà, tu nous as trahi. Trahison, c'est ce qu'il y a de pire pour des collaborateurs de se sentir trahis par un manager. Donc en fait... la perte de confiance, quoi. Mais oui, mais en plus, c'est les prendre pour des imbéciles. Tout le monde sait qu'au niveau hiérarchique, il y a des personnes qui ont des informations que d'autres n'ont pas. Ça fait partie du travail. C'est OK. On n'infantilise pas, surtout. Mais tellement, on n'infantilise pas, vraiment. Donc voilà, il faut faire très attention à ça. Donc être vrai en disant ça, je peux le dire, ça, je peux pas le dire, ça, je sais pas.
Ah ben ça, c'est une bonne question que tu poses. J'y ai même pas pensé, je n'ai pas du tout la réponse. Je vais voir si je peux avoir cette information et poser la question. C'est OK de ne pas avoir pensé à tout aussi. Il faut arrêter de penser qu'on sait tout. Non, on ne sait rien. On va rentrer un petit peu dans le dur. Tout à l'heure, on disait, voilà, on est manager, on arrive, on a des objectifs également, on a une feuille de route. Comment parfois on arrive à faire passer les messages de la direction qui ne sont pas nécessairement les plus évidents à faire passer parfois justement à son équipe, à ses collaborateurs? La première chose qu'il faut éviter de faire, c'est d'aller voir son équipe. Bon, alors ceux qui regardent vont se dire oui, on sait, mais je le dis quand même, c'est toujours bon à entendre. On ne va pas voir son équipe en disant bon, la direction m'a dit de vous passer ce message, je vous le passe, mais alors je ne suis pas du tout d'accord avec eux, c'est une catastrophe, voilà, et on passe le message. Non, pour autant, si on n'est pas d'accord avec ce qui va être mis en place, on a le droit de l'exprimer à sa direction. On a le droit de dire bon, ben voilà, vous avez décidé ça. Moi, je ne le vis pas bien. Je ne sais pas comment je vais pouvoir le défendre auprès de mon équipe parce que j'y crois pas. En l'état, j'y crois pas. Donc, il faut me donner des billes. Maintenant, c'est mon travail de le porter par rapport à mon équipe. Donc, je vais le faire. Mais j'ai besoin de soutien là-dessus parce que je ne suis pas en mesure de le faire seule. Quitte à demander à ce que l'information soit passée par votre propre N+1 en votre compagnie, que vous soyez soutenu en fait par quelqu'un qui y croit davantage pour que le message passe. Ensuite, si vous avez trouvé les mots, vous n'êtes pas obligé de faire semblant d'être super content. Youpi matin, c'est formidable, on nous propose un truc génial et c'est une catastrophe. Si vous n'y croyez pas, vous allez tout de suite vu comme un grand menteur. Non mais Robert, tu es sérieux? Sérieusement là, non. Donc ça, on ne le fait pas. On donne les éléments factuels et en revanche, on peut dire à ces équipes, écoutez, moi je m'attends à ce que vous ayez des réactions par rapport à ça. Peut-être que certains vont voir et comprendre les éléments positifs, d'autres moins. N'hésitez pas à me passer vos questions parce que je vais avoir des rendez-vous avec la direction pour appuyer sur ces points. Je ne dis pas que je vais trouver des solutions, je ne dis pas que ça va être corrigé ou modifié. En revanche, vous serez entendu. Et ce qui est super important, c'est de prendre ces questions mais de les transmettre à la direction. Parce que très souvent, moi j'en ai vu des entreprises quand je faisais des audits ou autres, qui ne se rendaient pas compte à quel point les collaborateurs étaient contre un projet parce que les managers de proximité n'avaient pas remonté cette chape de béton en fait qui s'installe, qui ne remonte pas. Mais oui, parce que les managers ont peur parfois, alors c'est un peu peut-être caricatural, mais ça arrive franchement, les managers peuvent avoir peur que si leur équipe est vue comme révolutionnaire, refus du changement, etc., et ben que ce soit sa responsabilité, donc ça veut dire que c'est un mauvais manager, donc il ne va pas rester. Ce qui est une erreur. Parce qu'en fait, ce n'est pas ce qu'on demande. On ne demande pas à un manager de mettre un mouchoir sur tous les problèmes. Au contraire, il faut savoir aussi avoir ce fameux courage de les montrer et de travailler avec les acteurs de prévention qui peuvent aider pour trouver des solutions. Et ça va de pair aussi avec saluer, reconnaître, visibiliser le travail de ses collaborateurs, ne pas s'approprier le travail de ses collaborateurs. On a cette tendance quand même latente dans certaines équipes du manager qui va remonter, etc., sans visibiliser ce qui se passe au niveau de ses équipes. Ça peut être très frustrant. Tu parlais de donner du sens. On sait aussi que la reconnaissance, elle est importante pour les collaborateurs. Comment se positionner au mieux, selon toi, à ce sujet? Par rapport à la reconnaissance déjà du travail qui est bien fait, où un manager va tout prendre pour lui, c'est une catastrophe de faire ça parce que là, on perd complètement l'engagement de l'équipe. On va être vu comme un traître. Et là, c'est terrible parce que les personnes perdent complètement leur envie de bien faire. À quoi bon, puisque c'est le manager qui va prendre toute la gloire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut éviter de faire au maximum. De la même façon, quand il y a une erreur, quand il y a une difficulté, quand il y a un échec, en tant que manager, on porte aussi son équipe, on en est responsable. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas recadrer son équipe en disant « Ok, là, on a mal fait ». Pourquoi on a mal fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un problème à tel niveau. On ne parle pas des personnes, mais peut-être des étapes de production. Et on retravaille ensemble. Et le manager peut dire, non, mais là, vous n'avez pas fait ce qu'il fallait, on avait vu, etc., qu'il fallait faire comme ci ou comme ça. En revanche, par rapport à la direction, on assume le fait que c'est le collectif. C'est aussi important de... Est-ce qu'on se sacrifie pour autant? Non, on ne se sacrifie pas. Mais on est dans un poste de manager. Donc, en fait, le manager, il est responsable de l'équipe. Il y a un travail qui a été pas abouti. Eh ben, on le porte.
Ça ne veut pas dire c'est ma faute, c'est ma très grande faute, c'est que moi, allez-y, frappez-moi. Mais en revanche, de prendre cette posture, c'est mon équipe, donc oui, on va travailler ensemble. Mais pour revenir sur la reconnaissance, c'est aussi un point essentiel. Peut-être qu'on le redéveloppera tout à l'heure aussi, mais la reconnaissance, ce n'est pas la même pour tout le monde. On n'attend pas la même reconnaissance. Pour certains, ce sera plus l'argent, l'autre, ce sera la valorisation de ses compétences. Pour d'autres, ce sera vraiment le fait de travailler en équipe. Tout dépend des personnes. La reconnaissance, il n'y a pas une forme de reconnaissance. Donc, il faut savoir avec qui on travaille pour pouvoir bien accompagner et reconnaître les compétences de chacun. Respecter et surtout ne pas prendre les choses trop personnellement aussi. Oui, il faut une distance. Je le disais tout à l'heure, c'est un costume. Quand vous avez un collaborateur qui exprime de façon pas agressif parce que là, il faut quand même recadrer, mais ça peut l'être un petit peu trop énervé, un désaccord, une souffrance, et en mettant tout sur toi en tant que manager, on se dit « Ah, mais c'est horrible, il me déteste, il me voit comme quelqu'un qui a porté ça, mais je ne le voulais pas, c'est moi qui porte le message, mais c'est la direction. » Et à ce moment-là, on porte la misère du monde. On peut refuser aussi l'agressivité quand même. Alors, il faut la refuser, c'est ce que je disais un tout petit peu en préambule, c'est que si quelqu'un arrive et vous insulte, il faut refuser la communication agressive, on est bien d'accord. Le respect, il est mutuel. Nous, on doit respecter l'autre. Et vice-versa, l'autre doit nous respecter. Donc on peut tous se dire, les conflits, c'est OK qu'il y en ait. En revanche, il faut toujours que ce soit sans humilier l'autre et avec le plus de respect possible. Maintenant, on peut exprimer... Et factuellement. Il peut y avoir un peu d'émotion quand on est touché personnellement. L'émotion, il faut aussi la laisser lui permettre de se libérer. Mais en revanche, quand il y a cette altercation, le manager va souvent le prendre pour lui. Et le plus difficile, c'est vraiment de se mettre en distance par rapport à ça et d'essayer de comprendre que c'est pas nous, c'est pas moi qui suis attaquée, mais c'est ce que je représente. S'il y avait eu un autre manager à la place, ça aurait été la même chose. C'est super dur à faire. C'est pas un problème quand c'est une réussite. Si par exemple on vous dit « Ah, c'est super, ça c'est vraiment formidable ce que vous avez fait en tant que manager », ça on le prend bien pour soi. Mais en revanche, quand il y a une difficulté, on le prend aussi pour soi. Et en fait, les deux, il faudrait remettre un petit peu en distance et toujours penser aussi collectif. C'est-à-dire que là, je rebondis sur le fait d'être dans une réussite, quelle qu'elle soit. Rester toujours en humilité. On réussit rien en tant que manager tout seul. Bien sûr. C'est le principe du management, c'est de le travailler, de le réussir en collectif. Donc si vous avez des félicitations, un feedback positif pour une action qui a été faite par votre service, c'est le service. Même si vous en êtes le manager, c'est vraiment tout le monde qui a œuvré et certainement pas vous seul. Et puis c'est vrai que le manager doit faire preuve de courage au quotidien, il pilote, il anime, il organise, il dirige, il donne de sa personne au quotidien, le manager. Après, c'est important de connaître ses limites, on l'a un petit peu évoqué tout à l'heure, et puis c'est savoir où on peut progresser aussi en tant que manager, mais c'est aussi faire attention où on ne pourra pas changer. Et donc, en quoi on peut travailler pour mieux connaître ses limites, selon toi, en tant que manager, justement ? Alors, le management, avant toute chose, c'est un costume, c'est une posture, c'est un métier. Après, il faut il faut construire avec qui on est. On parlait tout à l'heure du manager sympathique. Si de nature, dans notre vie privée, on a envie d'être aimé, on est plutôt copain avec tout le monde, etc., mais il va falloir faire un travail là-dessus pour être moins comme ça dans le travail. Donc on met son costume pour trouver un petit peu plus de distance. Si au contraire, on est extrêmement froid ou très en distance dans notre vie privée, on a le droit d'être vraiment en absence de contact avec les émotions. Donc. Absence de pathos apathique, tout à fait. Si on l'est dans sa vie privée, c'est OK, notre personnalité, elle est ce qu'elle est. Il n'y a pas une personnalité idéale pour être manager. En revanche, quand on devient manager, il va falloir mettre le costume qui va nous aider à être un tout petit peu plus proche des émotions des autres. Donc il faut en fait se connaître pour connaître nos propres limites, pour ensuite travailler là-dessus. En revanche,
Et tu le disais tout à l'heure, l'organisation a un vrai travail à faire là-dessus. On ne passe pas n'importe qui, manager, n'importe comment. Donc, elle doit assurer une formation, elle doit assurer peut-être, si c'est possible, une cooptation ou des échanges avec les RH ou avec des pairs, des personnes qui font le même métier et qui pourront donner des conseils à la personne qui devient manager. Cet aspect un peu passation avec le manager qui était juste avant toi. Parce que quand on reprend une équipe, souvent on n'a pas nécessairement la passation qui va bien avec la personne qui avait le poste que l'on vient prendre. Et donc on arrive, on est un peu vierge de tout ça, on ne connaît pas trop le terrain, le territoire, pourquoi la personne est partie, quelles sont les équipes aussi que je vais pouvoir avoir, dans quel état d'esprit sont-elles. Et c'est quand même aussi un sacré challenge parce que sans brief en tout cas de la RH ou de la personne qui nous embauche, ça va être quand même très compliqué si on arrive sur une résistance par exemple à la conduite du changement. Alors, dans le monde idéal, dans le monde des bisounours idéal, mais quelquefois ça arrive, un manager arrive, effectivement, il y a une passation de plusieurs semaines avec celui qui le remplace. Voire dans un monde très idéal. Dans le monde idéal, les collaborateurs sont heureux de le voir arriver. Dans le monde idéal, il fait l'unanimité immédiatement. Et dans le monde idéal, il a compris toute l'organisation qu'il vient de rencontrer, pour lequel il est embauché. Et il dépasse tous ses objectifs en à peine 3 mois. Merveilleux. Voilà. Donc, ça, c'est le monde idéal. On en rêve tous. C'est malheureusement pas forcément toujours le cas. Pour autant, ça se passe pas forcément mal, mais ça peut être compliqué. Il y a plusieurs cas de figure. Déjà, on peut prendre le cas de figure du collaborateur qui devient le manager de ses collègues. Donc là, c'est joyeux. Très souvent, ça se passe avec des grincements de dents. Parce qu'il peut y avoir des personnes qui ne comprennent pas cette promotion. Ou qui peuvent l'envier, ou alors qui la comprennent, mais cette promotion va créer un décalage entre les anciens collègues et cette personne qui va se retrouver dans l'isolement du manager. Celui qui déjeunait avec les autres à la cafette ou au restaurant et qui faisait des after-work avec eux et qui n'est plus invité. Et qui doit changer de positionnement et qui doit nécessairement avoir aussi une posture un peu différente avec eux. C'est ça, qui ne peut plus dire la même chose. Donc là, ça peut être très compliqué pendant un moment. Ensuite, on a le manager qui va arriver dans une nouvelle organisation et qui ne va pas du tout avoir de passation. Donc là, c'est déjà une première difficulté. Donc il va falloir beaucoup communiquer, être vraiment dans l'humilité, expliquer déjà comment on travaille soi-même, ce qu'on veut faire au niveau de ce service ou au niveau de cette organisation, ce qu'on a pour ambition et surtout de rencontrer le plus vite possible chacun des collaborateurs pour que chacun lui explique la vision de ce service, la vision de cette entreprise et ensuite qu'il puisse construire rapidement son groupe. Maintenant, on peut remplacer quelqu'un qui était adoré, qui était vraiment le manager aimé de tous, qui était là depuis 10 ans ou 15 ans. Donc, on nous voit arriver avec un très mauvais œil. Là aussi, il ne faut pas se changer, il faut essayer de comprendre ce qui était apprécié chez l'autre. Quelquefois, il se peut que cette personne ait été appréciée parce que justement, elle laissait tout le monde bien travailler dans son coin et ne vérifiait pas grand-chose. Si vous avez un management qui est un petit peu plus rigide, pour autant, ne le changez pas, mais expliquez pourquoi vous allez changer. Faites un pas vers eux pour essayer que ce soit moins dur, cette transition. Mais en revanche, ne changez pas qui vous êtes. Si vous avez été embauché parce qu'il y avait besoin d'un tout petit peu plus de contrôle, même si j'aime pas tellement ce terme, mais en tout cas de suivre un peu plus les objectifs, expliquez-le et faites-vous accompagner. Quelquefois, vous aviez quelqu'un d'extrêmement difficile, directif, et vous êtes beaucoup plus dans un cadre participatif, donc votre arrivée peut être appréciée. Quoi qu'il en soit, vous êtes avant tout, pas une machine, mais un humain, et à ce moment-là, il va falloir justement faire avec vos compétences et expliquer avant tout qui vous êtes. Et surtout, même avant ça, comprendre avec qui vous allez travailler. Donc, comprendre le profil de chacun. Et le profil de chacun, il y a autant de personnes que de profils possibles. Comment on arrive à recadrer, à faire le dirty work, comme on dit, et parfois justement à devoir sanctionner aussi certaines personnes au sein de ces équipes. Et j'aimerais revenir, parce que tu disais, être manager, c'est aussi animer un collectif, mais c'est être au même niveau de justesse avec tout le monde. Pas de préférence, pas de... Non, mais ça peut être compliqué parce qu'on est humain aussi, on a nécessairement des affinités. Donc déjà, première question, comment on est juste? Et ensuite, comment on arrive justement à recadrer parfois, même si ça peut nous être compliqué et qu'encore une fois, on a ce fameux costume. Alors, recadrer n'est pas harceler.
on a le droit, effectivement, en tant que manager, de recadrer, voire de sanctionner, de refuser des vacances, des congés, des promotions, des formations, sans pour autant être traité de harceleur. Comment on a le droit de le faire? Et donc tu l'as dit dans la première question, cette question d'équité. Équité, ça ne veut pas dire la même chose pour tout le monde, et pourtant, ça veut dire la même chose pour tout le monde à partir du moment où on a le même contrat de travail, la même mission. Je m'explique. Si par exemple vous avez une personne qui arrive toujours avec un quart d'heure de retard le matin, alors qu'elle doit commencer à 9h, parce que c'est dans son contrat, et elle arrive tous les jours à 9h15. Deux choses qu'il faut éviter de faire. La première, c'est au bout de 6 mois ou 1 an, vous lui mettez un avertissement sans lui en avoir jamais parlé. Donc ça, c'est une erreur. Avant de sanctionner, il faut prévenir la personne en disant dans ton contrat de travail, c'est 9h, pas 9h15. Donc s'il te plaît, fais un effort. Et au bout de plusieurs fois, on sanctionne. Et la deuxième erreur à ne pas commettre, c'est de le sanctionner lui, mais de ne pas sanctionner ses autres collègues qui ont le même travail à faire, la même fiche de poste, les mêmes horaires sur leur contrat de travail, mais qui arrivent à 9h15 comme lui, voire 9h20, et qui n'ont aucune sanction. Donc c'est ça l'équité. C'est si on sanctionne quelqu'un pour quelque chose, que les autres le soient, si ils se retrouvent face à la même situation. Le fait de sanctionner, ce sera aussi de surtout pas humilier, ou de recadrer d'ailleurs avant la sanction. Si on recadre quelqu'un, on ne le fait pas en public, on laisse l'autre s'exprimer, il a le droit d'être en désaccord avec cette sanction ou ce recadrage. Il faut que ce soit conforme à ses tâches, à sa fiche de poste ou aux missions qu'il a accepté de réaliser. Il faut que ce soit bien clair. Et que vous ayez aussi la possibilité d'accompagner la personne pour qu'il puisse réaliser des progrès. Bon, s'il s'agit d'un retard le matin, vous ne pouvez pas aller le réveiller et lui apporter son café pour l'aider à être à l'heure. En revanche, s'il s'agit d'un problème, d'une erreur fréquente sur un logiciel par exemple, peut-être voir s'il n'a pas besoin d'une nouvelle formation sur ce logiciel, ou si c'est un niveau qui n'est pas atteint dans une langue étrangère, ou un problème de communication, de l'accompagner en tant que format de manager, mais aussi de l'aider dans sa formation et dans son amélioration. Lui donner un objectif clair et atteignable. Ne pas lui demander la perfection s'il part de très loin, mais petit pas par petit pas, toujours l'accompagner dans les progrès qu'il va réaliser. Oui, puisque les objectifs doivent toujours être mesurables et bien évidemment atteignables. Mm. Et puis, parfois, au sein de nos équipes, on va avoir des conflits. Ça peut être aussi compliqué parce qu'on va avoir vent de Michel qui nous dit que Robert s'est un petit peu mal comporté avec Micheline, qui est la stagiaire qui vient d'arriver, et que donc forcément on va avoir cette opposition qui peut se créer au sein du collectif avec des groupes qui vont se scinder. Le manager doit être en mesure de pouvoir écouter chacun et de pouvoir aussi apaiser ces tensions, ces conflits, pour retrouver un collectif. Comment, justement, ça se passe, Anne-Véronique ? Avant toute chose, il n'y a pas de petits conflits. Il n'y a pas de conflits qu'on ne doit pas gérer ou qu'on ne doit pas traiter. Si vous avez une dispute entre deux personnes, et ça vient jusqu'à vous, il faut le gérer. Parce que si vous ne faites rien, ça risque d'augmenter, de durer dans le temps, et un conflit entre deux personnes va devenir un conflit entre 2, 4, 6 personnes, et finalement tout le monde va prendre parti. Il n'y a pas de petits conflits. Et c'est normal qu'il puisse y avoir des conflits dans une organisation de travail. Ça arrive. À ce moment-là, ce qu'il faut faire, c'est vraiment être à l'écoute et tout de suite le gérer. Gérer un conflit, ça ne veut pas dire que ça va prendre des semaines, ça peut être juste entendre les personnes, comme tu le disais, Michel, Micheline, Marcel, Robert ou je ne sais qui. Écouter les personnes avec la même écoute. Et on parlait tout à l'heure du fait qu'on était des humains et qu'on n'était pas des machines, c'est vrai, on l'a dit beaucoup de fois, et le même élément est à souligner sur le fait qu'on n'a pas le même regard sur les uns ou sur les autres. C'est-à-dire que forcément, on a des préjugés. Sans pour autant nourrir des stéréotypes, on est bien d'accord, et faisant attention à la discrimination,
Le préjugé, c'est quelque chose qu'on a, on rencontre quelqu'un, on se dit « Oh, il a l'air sympa, oh, il n'a pas l'air très cool, oh, j'aime bien comme il est habillé, j'aime pas la tête qu'il a. » On pense des choses dans notre tête, on ne va pas dire le contraire parce qu'on ne peut pas se censurer. En revanche, et puis il y a toute l'éducation qui va derrière. C'est-à-dire quand on arrive au travail, on est tous... un passé, voilà, une empreinte quelque part personnelle. Mais bien sûr, donc tout ça fait partie de nous. En revanche, quand on rentre dans une équipe, on peut avoir des préjugés qui vont se confirmer ou pas, mais en fait, on n'est pas là pour apprécier plus quelqu'un ou par rapport à quelqu'un d'autre. Peut-être que ce sera plus agréable de travailler avec Robert que de travailler avec Michel, mais en attendant, si leurs compétences sont les mêmes, ils doivent vraiment être... accompagnés de la même façon. Donc si vous avez Michel qui vient vous voir en disant ça se passe très mal avec Robert, il faut l'écouter. S'il est très en colère ou s'il y a de l'émotion, c'est vrai, sa colère et ses émotions sont vraies. On ne les juge pas. On les écoute, on se dit « Ouh, il va pas bien ». Et ça, c'est sûr, il va pas bien, il n'y a pas de mensonge. En revanche, ce qu'il reproche à Robert, c'est peut-être complètement faux, c'est peut-être une vue de l'esprit. Mais à ce stade-là, on n'en sait rien. Donc on écoute la personne sans lui faire croire qu'on est complètement d'accord avec lui. On l'écoute. Ensuite, on va écouter Robert pour savoir ce qu'il a à dire par rapport à Michel, par rapport à cette situation, avec la même écoute et la même sincérité, sans jugement aussi, même si on s'entend mieux de fait avec Michel qu'avec Robert ou l'inverse. On n'est pas là pour se dire où sont les préférences ou les liens de proximité ou parce qu'on a fait la même école ou autre. On l'écoute avec la même objectivité. Et ensuite, on essaye de comprendre. Soit, ce sont des éléments qui sont complètement rationnels par rapport à un travail où, factuellement, c'est clair qu'à ce moment-là, c'est Michel Robert qui n'a pas fait ce qu'il devait faire. Donc moi, en tant que manager... des commerciaux, Michel a pris un lead de Marcus, alors que ce n'était pas dans son secteur d'activité. Voilà. Bon, c'est simple à régler. Voilà, c'est simple à régler. Bon, après, il faut essayer de comprendre pourquoi il y a eu ce problème, alors que depuis 5 ans, c'est jamais arrivé depuis 5 ans. Pourquoi maintenant? Est-ce qu'il n'y a pas une autre raison? Mais bon, en tout cas, on le gère facilement. En revanche, si c'est plus des liens relationnels qui se sont dégradés à un moment donné, essayer d'apaiser les choses, essayer de comprendre quelle est l'origine de cette problématique, en identifiant les éléments objectifs. Il y aura de l'émotion, donc ça, on l'entend, on l'écoute, mais on essaye d'aller plus loin. Ça ne se passe pas bien avec Michel. Depuis combien de temps? Tu me dis que ça fait 3 semaines, c'était à la réunion du lundi. Est-ce qu'il y avait des personnes qui étaient là? Qu'est-ce qui s'est passé? Il t'a mal parlé? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pour essayer de comprendre un petit peu quel est l'environnement de cette problématique. Et ensuite, on accompagne les personnes pour régler ce différend. Si on a besoin, on fait appel à des acteurs de prévention, les ressources humaines, des représentants au CSE ou de la CSSCT, la médecine du travail, des médiateurs parfois. Les médiateurs, s'il y a besoin de médiation, effectivement. On ne gère pas tout seul, c'est pas parce qu'on est manager qu'on a les super pouvoirs de tout savoir gérer. C'est pas du tout le cas. Donc surtout, on prend appui. Et on peut aussi prendre appui auprès de ses pairs, d'autres managers, si on a quelque chose qui nous pose problème et qu'on ne sait pas gérer. On peut dire, je ne sais pas quoi faire de ça. Qu'est-ce que je peux faire à ton avis? Et 3e point, enfin, je ne sais pas, Xème point, je dis 3, je ne sais pas. 40e point. Oui, hyper important par rapport à ça, c'est qu'en fait, si la problématique qui vous est présentée vous touche, par exemple, il y a une problématique douloureuse, personnelle, et vous avez vécu ça il y a quelque temps, et vous sentez que ça vous déstabilise, il ne faut pas le gérer. Là, pour le coup, c'est le moment où il faut se préserver, parce que vous n'arriverez pas à être objectif, vous n'arriverez pas à travailler de façon constructive, et vous vous mettrez en danger. Donc, dans ce cas-là, il faut dire à la personne, écoute, j'entends ton problème, j'ai conscience que cette situation telle que tu me la présentes peut être compliquée, le fait est que ça fait écho en moi, on n'est pas obligé de dire pourquoi, et que du coup, je ne pense pas être la meilleure personne pour pouvoir t'accompagner sur cette problématique. Donc, si tu veux bien, on va parler de cette problématique avec telle et telle personne et vous passez le relais à quelqu'un d'autre. On se protège avant tout. On est la personne la plus importante de sa vie, donc de sa vie professionnelle aussi. Et on parlait justement de respect. Je lisais un post qui m'a vraiment interpellée l'autre jour. Une femme qui racontait que voilà, dans son cadre managérial, elle avait fait face à des provocations, à des agissements sexistes, voire du harcèlement sexuel, que la personne avait été très provocatrice, que ça avait été insidieux puisqu'on avait eu des rires dans l'assemblée et que quelque part le collectif avait pris le pas et qu'elle ne savait plus où se mettre et que quelque part... Elle disait aujourd'hui,
j'ai fait mes armes quoi, sur le sujet, ça y est, je me suis formée, j'apprends à répondre, mais à l'époque, je n'ai pas réussi à répondre, je ne savais pas quoi dire, je ne savais pas quoi rétorquer, et ne me reste que de cette situation un blanc. J'ai été figée. Ouais. Parfois, c'est compliqué aussi, quand on est face à quelque chose de trop violent, ça fait vraiment écho à nos valeurs pour le coup. Ouais, j'ai vu effectivement cet article hier aussi. Il me semble, en tout cas, ça fait écho en moi. J'ai vraiment vu cette information et c'est très interpellant parce que dans cette situation-là et même dans d'autres, ce qui a souligné finalement, c'est la limite de chacun. Et très souvent en formation, on me dit mais d'accord sur les agissements sexistes ou sur le harcèlement sexuel quand on parle de blagues un petit peu orientées, finalement c'est pas très grave. Mais qui je suis pour dire que c'est pas très grave pour la personne en face de moi? Et là où tout le monde rit, moi j'ai le droit de pas rire, j'ai le droit, encore une fois, on a nos propres histoires. Donc en fait, la seule chose qu'on doit faire, c'est respecter le code du travail. C'est ce que je dis vraiment tout le temps, à chaque fois que je rencontre des personnes, et je me le dis aussi à moi-même, parce qu'il ne faut pas croire, et je viendrai sur ce point-là juste après, c'est que en fait, mes limites, c'est ça qui compte. Et on a beau être tous différents, finalement, je peux vous dire de travailler votre posture en tant que manager, de faire telle chose, etc., de travailler l'écoute active, de ceci, de cela. On peut être d'accord ou pas avec moi. Il y a une chose sur laquelle on n'a pas le choix, c'est le code du travail. Là, on doit le respecter. Ça, c'est tout. Et c'est toujours ce que je dis, vous pouvez me mettre en difficulté sur tous les thèmes. Sur le code du travail, vous écoutez, vous n'êtes pas d'accord, j'en suis désolée, mais c'est comme ça. Et donc, à partir du moment où on l'a en tête et on sait qu'on ne doit pas subir des situations qui nous mettent en posture dégradée, qui nous touchent, on a le droit de parler et de dire maintenant ça suffit. Ce témoignage dont tu parles, qui pouvait paraître même la façon dont elle le racontait presque anodin, oh c'est pour rire, c'est pas grave, et c'était il y a 10 ans. Oui, sous couvert d'humour, exactement. Et elle y pense encore parce qu'elle était dans une situation compliquée. Et donc, j'en reviens à un autre point. Moi qui suis consultante, experte en prévention des risques, qui écrit des livres sur notamment le management, je ne suis pas un manager parfait. Oui, je peux le dire. En fait, personne n'est parfait. Et je peux avoir aussi parfois, ou j'ai pu avoir, alors maintenant je pense que je ne l'ai plus, mais j'ai pu avoir des propos qui étaient inappropriés à un moment donné. Bien sûr, ça peut arriver. Et le premier qui dit, moi ça ne m'est jamais arrivé après 25 ans de carrière, c'est pas possible, parce que ça peut arriver. En revanche, ce qui est essentiel, c'est de s'en rendre compte que ça ne se reproduise pas, d'apprendre de ses erreurs, de savoir exprimer le fait qu'on est désolé si on a dépassé la mesure, et si on est victime de ça, de la même façon de dire à la personne, tu vois là ce que tu as dit, ça me gêne, faut plus que tu parles comme ça. Alors c'était drôle, les autres ont ri, moi ça me met mal à l'aise, donc s'il te plaît ne recommence pas. En revanche, il ne faut peut-être pas le faire en public, pour éviter aussi de l'humilier, qu'il y ait une petite vengeance, enfin, il y a toujours des choses, mais exprimez-les. Soyez OK sur le fait que vous n'êtes pas parfait et soyez OK sur le fait que les gens en face de vous ne sont pas parfaits non plus, mais vous avez le droit de vous protéger de leurs possibles agressions, même inconscientes. Il faut aussi éviter toute occasion, parfois, dans le cadre de feedback, c'est ce qu'on vient de voir ensemble, de laisser déraper le débat. Je rebondis parce que c'est un peu ce qu'on vient d'évoquer sur ce que peut être l'humour perçu par certains et non par d'autres. Et donc parfois, il faut justement éviter ces dérapages, intervenir très rapidement. Très rapidement, oui. Le plus rapidement possible. Très souvent, on peut se retrouver face à des managers qui laissent faire parce qu'ils ne sont pas dans la discussion, parce qu'ils pensent que tout va bien. Il faut avoir une notion en tête, c'est que s'il y a un conflit ou une problématique qui est connue par un manager et qu'il n'a rien fait, qu'il y a une alerte pour harcèlement qui se retrouve qualifiée par un juge, à ce moment-là, le manager peut être aussi responsable de ce harcèlement parce qu'il n'aura rien fait pour corriger la situation. Donc là, je mets en avant la loi, le code du travail, la sanction, donc ça fait peur. Mais c'est pour expliquer qu'un manager est responsable aussi de ce qui se passe au sein de son équipe, dans l'exemplarité, mais aussi dans le cadre. De la même façon que s'il y a à un moment donné une investigation pour des comportements inappropriés, si les comportements inappropriés sont clairement définis et identifiés, il faut qu'il y ait une sanction. Parce qu'en fait, si l'organisation ne fait rien, ça veut dire que, ok, on a vu qu'il y avait telle et telle posture qui avait
avait été complètement inappropriée, façon de faire qui était inacceptable, mais je ne sanctionne pas. Ça veut dire qu'on a le droit de le faire. Donc ça, c'est une catastrophe. On privilégie vraiment la justice organisationnelle. Oui. Absolument. Justice organisationnelle alors la communication autour de ça, c'est-à-dire qu'en fait on ne peut pas sanctionner si on n'a pas expliqué qu'il y avait une possible sanction par rapport à telle ou telle attitude. C'est la raison pour laquelle dans les règlements intérieurs il doit y avoir les informations autour du harcèlement sexuel et agissement sexiste, les sanctions qui vont avec et d'autres informations telles que le contact de la médecine du travail ou l'inspecteur du travail, etc. Mais on doit donner aussi de l'information et de la formation auprès des collaborateurs sur ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, quelles sont les sanctions encourues pour pouvoir ensuite s'assurer que tout le monde comprend où sont les limites et quel est le cadre. Et puis pour finir, quelques mots Anne-Véronique sur comment le faire à distance, comment manager à distance, puisque c'est vrai que le Covid a aussi exacerbé pas mal de choses, des modes de management différents, alors qu'au final, il faut être exactement ce qu'on est en fait sur site et à distance, la même personne, la même attention pour nos collaborateurs, d'être là, mais d'être là vraiment, de faire attention à tous ces signes qui ne trompent pas, des silences, des personnes qui ne s'expriment plus dans les réunions, de prendre soin d'eux aussi à distance et d'être vigilant en fait à tous les comportements et de bien évidemment aussi avoir cette équité quand on est sur site avec une partie de l'équipe, que l'autre est à distance, avoir le même territoire d'expression pour chacun et finalement en fait être le manager en fait, équivalent dans les mêmes situations. Quel programme. En t'entendant le dire, je me dis, mais quelle difficulté. On fait ce qu'on peut, toujours. Mais effectivement, c'est une difficulté supplémentaire, ce travail à distance, où les salariés... Parce qu'on a eu beaucoup de flicage, quoi. C'est ça, en fait, que j'essaye de dire depuis tout à l'heure. C'est que ça a entraîné des comportements hyper déviants. Mais complètement. Et avec des managers en panique absolue, en se disant comment je vais faire, je ne suis plus à côté d'eux, du coup, je vérifie s'ils sont bien là. Et des collaborateurs qui vont dire, ah là là, mais mon patron, il va croire que je ne travaille pas. Donc, qui font des warnings beaucoup plus fréquents en disant « Coucou, je suis là, coucou, je suis là, coucou, je suis là. » Détendez-vous. 40 000 mails à la seconde, des boîtes qui explosent. Voilà, donc le surmenage, non, on ne fait pas 12 trucs en même temps. Et par rapport aux managers, on va leur demander effectivement d'essayer d'être attentifs aux signes de fatigue ou d'épuisement ou de surmenage des collaborateurs en distanciel, justement de veiller à ce qu'ils ne soient pas en connexion beaucoup plus tôt le matin et beaucoup plus tard le soir, qu'ils prennent bien leur pause, donc prenez bien les vôtres en tant que manager, et aussi de faire attention, si on est en distanciel, davantage aux écrits, aux mots choisis, à la façon dont on va ponctuer. Là aussi, il faut faire attention à ça. Et puis, regardez les signes. Si par exemple, vous êtes en visio et puis que votre interlocuteur ne met plus jamais sa caméra alors qu'il la mettait avant, pourquoi ? Est-ce que ces mails sont plus courts? Est-ce que les échanges se font moins bien? Tout ça, c'est des petits signes qu'on peut peut-être voir à distance et en tout cas, vraiment s'assurer d'avoir un contact régulier avec chacun, que vous soyez dans le bureau d'à côté ou à quelques centaines de kilomètres. Le mot de la fin, Anne-Véronique? Être un bon manager, c'est aussi accepter de ne pas être un manager parfait. Faites au mieux, selon qui vous êtes, selon ce que vous pouvez faire. Ne vous mettez pas en danger et ayez confiance en vous. Sinon, personne ne pourra avoir confiance en vous si vous ne vous faites pas confiance vous-même. Donc vraiment, allez-y, tel que vous êtes, c'est très bien. Un grand merci à toi d'avoir été avec nous aujourd'hui pour ce talk. Merci à vous tous, merci à vous toutes. À très bientôt pour un nouveau talk.